Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Enquête Inédite, votre magazine d'investigation sur Direct 8. Pendant 90 minutes, il va être question de trafic de fourrure d'animaux domestiques, de vin, mais également de sécurité routière, de votre sécurité routière, des enquêtes de la rédaction que l'on découvre en images. 10% de ventes en plus chaque année, le deux roues n'a jamais eu autant de succès. Et pourtant, ils sont impliqués dans plus d'un accident sur 5, dont 2 chaque jour seront mortels. Les conducteurs de deux roues, mauvais élèves de la sécurité routière, Enquête Inédite se penche sur ce phénomène. 8 millions, c'est le nombre de points de permis retirés en 2007, un record historique. Cette tolérance zéro sur les routes a fait naître un véritable business, parfois totalement illégal. Lumière sur ce trafic. Des chats massacrés pour leur fourrure. Des dizaines disparaissent chaque année à la frontière suisse, mais que deviennent-ils? Enquête Inédite est allée sur place. Le vin français tourne à l'aigre. Véritable art de vivre, il doit désormais faire face à une concurrence mondiale sans précédent. Des viticulteurs nous livrent leur expérience de ce savoir-faire authentique. Qui n'a pas souhaité gagner du temps sur le chemin du travail? Dans les grandes villes saturées par le trafic, les embouteillages doublent parfois la durée du transport. Une solution, la moto ou le scooter pour se faufiler entre les voitures. Ils font de plus en plus d'adeptes, mais à quel prix? La sécurité en roue libre, c'est une enquête d'Hélène Maucourant. Christian doit aller vite. Il touche une commission à chaque course et pour gagner du temps, il est prêt à prendre des risques. Tracer la route, slalomer entre les voitures, c'est son métier. Coursier depuis 17 ans, il sillonne Paris par tous les temps. Tous les jours, il met sa vie en danger. J'ai eu plusieurs accidents. C'est un métier à risque. Comme tout métier, vous êtes sur la voie publique. Oui, comme taxi. Sauf que bon, quand vous êtes taxi, ils roulent autant que nous dans Paris, mais sauf qu'eux, ils ont une carrosserie autour d'eux et que nous, on a beaucoup moins de protection. Ce fils de coursier connaît bien les dangers du métier. D'un naturel calme, il sait éviter les pièges de la jungle urbaine. Il est 11h, la capitale est saturée. Il doit quand même avancer. On attend son colis dans le centre de Paris. Vous voyez, ça, c'est un exemple de... Monsieur se range sur le côté droit, pas de clignotant, rien. Bon, c'est bien, au moins il s'est excusé, c'est gentil de sa part. Et le nombre de fois, les problèmes qu'il y a à cause du comportement des gens comme lui, regardez, il sort de stationnement, il met pas de clignotant. Plus de 200 accidents de deux roues professionnels comme Christian ont lieu à Paris en 2007. Alors sont-ils bien protégés? Pas vraiment pour la plupart d'entre eux. La majorité des assureurs refusent de les prendre en charge. Tous ceux que nous avons appelés répètent la même chose. Trop dangereux, trop risqué, pas assez rentable à leurs yeux. Ce sera un départ de chez vous pour aller... Nous sommes ici dans l'une des plus grandes sociétés de coursiers de France. La seule qui nous a ouvert ses portes. Toutes les autres ont refusé. Voilà, absolument. Oui. À la tête de cette entreprise, Stanislas Debec. Il veut changer l'image de la profession. Chez lui, la sécurité est devenue un argument publicitaire. L'ensemble de nos coursiers sont équipés de blousons renforcés de moto, sont vérifiés régulièrement, leurs véhicules sont vérifiés régulièrement. Pour les véhicules qui nous appartiennent, on travaille sur un parc de véhicules assez récent, puisqu'on est sur un parc de 24 mois en location. Donc on a vraiment travaillé là-dessus, à tel point qu'on a nommé et on a un poste ici qui s'occupe uniquement de la gestion du matériel pour les coursiers. Mais face à la concurrence et aux clients pressés, le discours a du mal à tenir. On gère ici jusqu'à 2000 courses par jour et c'est souvent difficile de jongler entre la sécurité et la rentabilité. C'est coup de bourre. Faut se dépêcher. Faut pas que le coursier traîne en route. Mais bien sûr, toujours la sécurité. Il respecte le code de la route, les feux et voilà. Les coursiers ne sont pas les seuls à risquer leur vie. Les Parisiens sont de plus en plus nombreux à se déplacer en deux roues. Leur nombre explose, plus 10% chaque année depuis 2001. Les scooters et les motos envahissent les rues. Pendant les heures de pointe, on voit même maintenant des embouteillages de deux roues. Et pour Benjamin, les embouteillages, c'est des clients en plus. Des nouveaux adeptes du deux roues franchissent chaque jour la porte de son magasin. Donc après, ça dépend ce que et son argumentaire est bien rodé. La tête de fourche est vachement plus adaptée. Vu la taille que vous avez en plus, gain de temps là par rapport à la voiture, je sais pas combien de trajets vous avez à faire en kilomètres. En kilomètres, je fais à peu près, ça fait une petite dizaine de 5 km, 5-10 km. 5-10 km en voiture, vous mettiez combien le matin? Une demi-heure? Une demi-heure. Vous allez mettre entre 5 et 8 minutes le matin. En roulant sérieusement. Dominique et sa femme semblent conquis.
À 50 ans, ils décident donc de vendre leur deuxième voiture pour acheter un deux roues. La vitesse leur fait tourner la tête et leur en fait presque oublier les risques d'accident. C'est vraiment un plus, c'est indéniablement une demi-heure de plus le matin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des clients comme Dominique, Benjamin en voit tous les jours. Des novices du deux roues, inconscients des dangers de la route. Mais bizarrement, ça va être les plus jeunes qui vont avoir le plus conscience du danger parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'expérience et que ça doit venir gentiment. Alors que la clientèle cinquantenaire, qui a une grande expérience de la voiture, estime qu'ils sont raisonnables, qu'ils sont sérieux et qu'ils n'auront pas de problème. Or, c'est souvent l'inverse. Ils vont être très braques, ils vont avoir les habitudes de la voiture et c'est pas forcément des bons réflexes en deux roues. Dominique a finalement décidé de prendre quelques heures de cours pour apprendre à manipuler son scooter. Une sage précaution que prennent pourtant très peu de conducteurs de deux roues. Le résultat est là, plus de 5000 accidents de moto et scooters à Paris en 2007. Excès de vitesse, franchissement de lignes blanches, remontée de couloirs de bus, des conduites banales pour les deux roues qui veulent gagner du temps, des conduites à risque pour les forces de l'ordre qui, elles, verbalisent. Ce matin, les policiers du 14e arrondissement sont sur le pied de guerre. Opération contrôle de vitesse. C'est ce qui fait le plus de victimes chez les deux roues. Mais le message a du mal à passer. Vous êtes 3, 6, 7, 8, 9 avec celui qui contrôle la vitesse. Je trouve que ça fait beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup et que avec tous les problèmes qu'il y a dans le 19e par exemple, mais ça, l'affectation, et ça dépend pas de vous, l'affectation elle serait plus utile dans le 19e pour des raisons de sécurité du citoyen. Les gens nous demandent pourquoi on contrôle souvent. C'est pour éviter les accidents, surtout les deux roues. Tous les jours on voit des infractions avec les deux roues, que ce soit les lignes continues, les infractions à vitesse. Tous les jours. Ah oui, et tous les jours en fait. Le lieutenant Freinet dirige l'opération de ce matin. Faire de la prévention, ça lui tient à cœur, mais face aux réactions des deux roues interpellés, il a du mal à garder son calme. Un deux roues motorisé, pour eux, c'est le moyen d'aller plus vite, de contourner les bouchons. Sauf que ça ne doit pas les empêcher de respecter le code de la route. Et voilà, si on leur dit, monsieur, la ligne blanche, ah ouais, mais dans ce cas, je réserve les voitures. Dans ce cas, vous respectez le code de la route et c'est tout. Ils ont du mal à comprendre. Souvent. Le policier, il n'est pas gentil. Qu'est-ce qu'il y a au sol? Je vous laisse regarder. En fait, il y a une jolie ligne blanche. Donc là, on n'est pas dans un endroit où c'est véritablement dangereux. Par contre, je vous préviens que là, faut faire un petit peu plus attention. C'est pas fait pour décorer, la signalisation. C'est pour leur bien, puis essentiellement, c'est notre boulot de les ramasser avec les pompiers. Et, on est mieux verbalisé que ramasser de la viande froide ou des accidentés. Et les forces de police ont une priorité, faire diminuer la vitesse des scooters et motos. Une vitesse souvent inadaptée à la circulation, première cause d'accident chez les deux roues. Sur l'assurance en cours. Il n'y a pas de valeur dans le portefeuille. Là, monsieur, ma foi, s'est limité à 50 km/h. Il a fait un petit excès de vitesse à 85 km/h. Donc, après l'examen des pièces administratives, nous allons procéder à la verbalisation. En fait, ils ont cerné tout le quartier. J'ai croisé déjà des radars de côté. Je pensais pas qu'il y en aurait un ici. Voilà. Donc, je me suis fait avoir. Donc, il faut payer. Ce deux roues roulait vite, il avait pourtant repéré les équipes de police du quartier, mais pas à cet endroit-là. Entre scooters et policiers, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, et on ne peut pas gagner à tous les coups. Les infractions de deux roues sont difficiles à détecter au radar. Les véhicules légers se faufilent entre les voitures, le matériel de la police est inadapté. Concentré derrière ses jumelles, le brigadier-chef Christophe Lacourieux a du mal à les saisir au vol. Sur les véhicules 4 roues, on prend sur la plaque d'immatriculation. Et alors que sur les deux roues, on prend soit dans le bloc optique, soit au niveau du casque. Et vu que le deux roues a une trajectoire plus vague que la voiture, c'est plus difficile. Trop difficile à arrêter, les deux roues ont longtemps été oubliés et très peu sanctionnés par la police. Mais les choses changent. Depuis 2006, le nombre de verbalisations de motos et scooters a doublé. La préfecture de police lance des opérations d'interpellation au vol. Les forces publiques relèvent les infractions sans arrêter les véhicules. Une méthode plus efficace dans des conditions de circulation toujours plus difficiles. Plus de PV, surtout plus de blessés, ça inquiète aussi la mairie de Paris qui a décidé de lancer l'offensive
avec une cellule spéciale qui fait la traque aux accidents. Marion Denier en fait partie. Elle est sécurologue. C'est un nouveau métier pour essayer de comprendre les causes des accidents. En rouge, vous avez les accidents graves, c'est-à-dire avec un blessé hospitalisé ou un tué. Et donc on voit bien qu'il se concentre sur les grands axes où il y a du trafic. C'est bien rouge quand même. C'est bien rouge. Il y en a 500 à peu près sur 5000 des accidents graves. Sur ces dessins, Marion a schématisé près de 2000 accidents de 2 roues. En étudiant leur scénario, le résultat est étonnant. Ce sont presque toujours les mêmes situations qui sont à l'origine des accidents. Il y a des scénarios qui ressortent vraiment. Oui, tout à fait. On a des scénarios comme le tourne à gauche, c'est à peu près 1/5 des accidents impliquant un 2 roues motorisé et un véhicule particulier. C'est un accident. Donc c'est ce qui est quand même énorme sur la multitude de scénarios que l'on peut avoir. Une voiture qui tourne à gauche, un 2 roues sur sa trajectoire, c'est l'accident classique. Pour contrer cette fatalité, la mairie modifie les aménagements urbains et lance des campagnes de prévention. Des armes bien dérisoires face à la frénésie du 2 roues. Les accidents graves n'ont pas diminué pour autant. Bonjour monsieur. Bonjour docteur. Norbert a 50 ans. Il n'a pas quitté son lit d'hôpital depuis 3 mois. Victime d'un accident de moto, il a subi opération sur opération pour retrouver l'usage de ses membres. Opérer, avec, ouvrez la main, avec des broches. Fermer le poing. Voilà. Là vous appuyez là. Oui. Donc ça va être guéri rapidement. Ce membre inférieur est bloqué, il n'y a pas de lésion neurologique, relevez bien le pied. Relevez le pied. Côte, épaules cassées, double fracture du fémur, un genou et une main brisée, des doigts amputés. Le bilan est lourd. Après l'hôpital, Norbert devra partir pour plusieurs mois en rééducation. Levez les bras en l'air au maximum. D'accord, mettez les coudes au corps et ouvrez comme ceci. J'ai quelques difficultés. Oui. J'ai perdu beaucoup de souplesse au niveau des épaules puisque j'étais capable de mettre les mains dans le... Mais là, vous récupérez tout ça en centre. Oui. Vous savez où vous irez en centre ou pas? Pas encore. Le retour à domicile n'est pas forcément possible parce qu'il y aura des soins et puis une limitation dans les mobilités. Et donc, le plus fréquent, effectivement, d'aller en centre de rééducation. Donc c'est le cas ici, c'est le cas ici. Il y aura, en sachant qu'il y aura d'autres interventions programmées, ne serait-ce que pour retirer le fixateur externe ici, qui a été mis en place pour le genou. Norbert est motard depuis plus de 30 ans. La voiture qu'il doublait a dévié sa trajectoire et l'a renversé brutalement. Un accident bête, imprévisible, qui va changer son destin. Malgré ce long calvaire, il ne veut pas mettre une croix sur sa vie de motard. Si physiquement le bon Dieu me le permet, il n'y a aucune raison pour que je ne fasse pas du 2 roues. Si vous avez un accident de voiture, vous n'en faites pas de voiture? Norbert n'arrive pas encore à poser les pieds au sol. Il va lui falloir de longues années de patience avant d'enfourcher son bolide. Des blessés comme Norbert, le professeur Masmejean en voit défiler dans son service tout au long de l'année. Dans un hôpital comme ici, il ne se passe pas une semaine sans qu'on reçoive des accidents de 2 roues. Et c'est effectivement une des pathologies les plus pourvoyeuses de patients dans les services d'orthopédie et de traumatologie. Entre 3 et 5 conducteurs de 2 roues entrent chaque semaine dans le service de traumatologie de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Choc frontal avec une voiture en moto. D'ailleurs, c'est retrouvé conscient par les pompiers, douloureux, hémodynamique stable, douleur abdominale intense et thoracique à la palpation. Multiples fractures ou multiples traumatismes, les victimes d'accidents de 2 roues sont souvent très gravement blessées et ont besoin d'opérations très lourdes. Mais jusque sur son lit d'hôpital, le motard reste un patient à part. Et souvent, les motards qu'on voit, ils lisent quand même Motojournal dans leur lit, donc ils reprennent la moto assez rapidement. Oui, ça c'est sûr. Ils affichent les posters de moto au mur avant de repartir. Je crois que motard, c'est plutôt un mode de vie qu'un mode de locomotion. Prêts à tout pour rouler sur leur bécane, les victimes d'accidents de moto comme de scooter oublient très vite les risques de la route. Ces 2 roues représentent aujourd'hui 17% du trafic routier à Paris, mais ils sont impliqués dans plus de la moitié des accidents sur la capitale et viennent contredire les bons résultats de la sécurité routière.
Et sécurité routière toujours, cela fait 12 ans exactement que le permis à points a été mis en circulation. Sur la même période, ce sont 11 000 vies qui ont été épargnées sur les routes de France. Un succès incontestable. Finalement, ces seuls détracteurs, ce sont les automobilistes eux-mêmes, car infraction après infraction, les points s'envolent. Et finalement, certains sont prêts à tout pour les récupérer. C'est une enquête de Coralie Chardonnay. Excès de vitesse, téléphone au volant, état d'ébriété, les transgressions au code de la route sont nombreuses. Pour chacune de ces infractions, il y a une amende à la clé et surtout des points retirés. L'idéal serait d'attendre 3 ans sans commettre d'écart pour récupérer tous ces points. Mais quand les infractions s'accumulent, place au plan B. Avec la réforme du permis s'est développé un nouveau marché, celui des centres de récupération de points. En 5 ans, le nombre de ces sociétés a doublé et en 2007, ce sont plus de 1300 organismes qui sont recensés. Fortement concurrencés, les patrons n'hésitent plus à faire preuve d'originalité. Nous sommes au bord de la Seine, en plein cœur de Paris. Un emplacement privilégié qui en a fait rapidement l'un des premiers centres de la capitale. Les animateurs proposent 2 jours de sensibilisation à la sécurité routière à 230 € et 4 points sont récupérés. Parmi les automobilistes frauduleux venus ce jour-là, Thibaut, 29 ans, s'est fait arrêter sur les Champs-Élysées. En fait, je faisais la course. Ah, vous faisiez la course carrément, oui, d'accord. En voiture ? En voiture. Certains conduisaient vite, d'autres avaient bu. Face aux différents cas, les animateurs mettent en confiance les stagiaires et tenteront de leur faire prendre conscience des dangers de la route. Donc encore une fois, l'alcool, on en parlera probablement demain. On en parlera probablement demain, mais ça peut concerner tout le monde. Tout le monde peut être pris en faute, sauf à nous dire, moi je ne bois jamais. Mais au-delà de ça, effectivement, dès lors qu'on boit un petit peu, voilà, on peut à un moment être au-dessus. Et la solution, c'est plutôt d'anticiper son retour et de se dire, voilà, je sors ce soir, comment est-ce que je fais pour rentrer ? En France, 13 personnes sont tuées en moyenne chaque jour sur la route. Parmi elles, 3 le seront à cause d'un excès de vitesse et 3 autres le seront dans un accident dû à la consommation d'alcool. La sensibilisation au risque de la conduite aura duré 16 heures. Ça s'est très bien passé. Comme je suis jeune conducteur, donc je peux vous dire une comparaison par rapport aux cours de code. C'est que les cours de code, c'est très théorique. C'est orienté examen, c'est-à-dire que c'est bête, tu apprends, puis tu récites. Et là, on prend conscience. Par exemple, moi qui aimais bien transgresser les règles parce que je pensais me maîtriser, là j'ai compris qu'un accident, finalement, ça se construit rapidement et puis parfois par des éléments qu'on ne maîtrise pas. L'exemple, c'est je ne pensais pas qu'à 90, la voiture était broyée. Et j'ai pu le voir avec des simulations. En revanche, Thibaut semble moins convaincu par le système. On n'apprend pas à un enfant à ne pas faire de bêtises en lui tapant dessus. J'allais dire pourquoi on ferait la même chose pour des adultes. C'est une répression. Alors peut-être qu'en France, avec notre tempérament latin, c'est une des seules solutions. Je ne pense pas que ce soit la meilleure. Aujourd'hui, pour apprendre à conduire, c'est plus, je ne vais pas dire des cours de psychologie qu'il faudrait faire à l'auto-école, mais plus essayer de comprendre que voilà, on n'est pas tout seul sur la route. Et ce qu'il faut faire, c'est comprendre vraiment ça. C'est pas nous mettre un radar derrière chaque pilier de pont ou une conséquence comme ça. On finit par en avoir peur quand on prend la voiture, et c'est pas en ayant peur qu'on conduit bien. D'accord ou non, pour éviter de perdre leur permis, près de 200 000 conducteurs ont suivi l'an dernier un stage proposé par ces sociétés. Les critiques sur le permis à points sont nombreuses. Rémi Jossaume de l'association 40 millions d'automobilistes dirige les affaires juridiques et récolte les plaintes des automobilistes. Nos adhérents et les milliers d'automobilistes aujourd'hui qui nous consultent nous font part de leurs craintes, mais souvent malheureusement aussi de leurs difficultés parce qu'ils risquent ou parce qu'ils ont déjà perdu leur permis de conduire. Et malheureusement, cette perte de points ou cette perte de permis de conduire a une influence dramatique sur leur vie professionnelle. Certains d'entre eux ont perdu leur emploi et d'autres ont dissimulé la réalité à leurs employeurs, même parfois à leur famille, pour continuer à travailler. Des conséquences qui ont poussé les automobilistes à se tourner vers la justice. De plus en plus d'avocats se spécialisent dans le droit routier. Je voulais te présenter notre client dont je t'ai parlé. Je traite sur les affaires commerciales, mais qui cette fois vient nous voir pour son bac. Bonjour monsieur, je vous en prie, asseyez-vous.
Oui, Patrick m'a indiqué que vous avez eu des difficultés avec votre permis. Il est annulé, vous avez reçu la notification. J'ai reçu la notification et je suis très ennuyé parce que j'ai absolument besoin d'un permis de conduire pour travailler. Or, il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. Les avocats ne cessent de faire progresser la jurisprudence dans ce domaine. Un certain nombre de recours sont possibles, le marché explose. Depuis 2 ans et demi, les dossiers que nous traitons se chiffrent par centaines. Et chaque année, nous avons une hausse exponentielle des dossiers. Pour constituer un bon dossier, il faut avant tout connaître son solde de points. La première chose qu'il faudra faire, c'est que vous alliez à la préfecture de votre lieu de résidence pour demander un relevé d'information intégral. Car c'est vraisemblablement un défaut d'information qui sera au centre de la discussion, du moins pour le client venu ce jour-là. Au terme des explications que nous avons reçues aujourd'hui, nous avons bien compris que son permis lui a été annulé parce qu'il aurait commis des infractions dont il n'a jamais été informé. Donc l'examen de ce relevé d'information intégrale permettra de déterminer avec une certitude juridique quasi absolue si cette affirmation peut être démontrée devant le tribunal. Mais pour récupérer ces points, il existe aussi d'autres moyens. Le motif essentiel, c'est un défaut d'information préalable, un défaut de notification, parfois des vices de forme, à l'examen des procès-verbaux lorsque l'infraction est notifiée par procès-verbal au bord de la route. Donc il y a toute une batterie, tout un cortège de moyens processuels qui sont mis en œuvre pour obtenir la restitution du permis. Et c'est relativement sophistiqué. Notre client a fini par récupérer son permis de conduire. Une issue favorable qui a un prix. En moyenne, c'est 3 000 € hors taxe. C'est pondéré lorsque nous avons des syndicats, lorsque nous avons des sociétés dont nous gérons, et nous en avons quelques-unes, le parc automobile. Donc là, ce sont vraiment des tarifs qui sont extrêmement bas. On est, par exemple, pour des contestations de simple contravention à 200 ou 400 € hors taxe. Alors me direz-vous, entre payer une amende de quelques dizaines d'euros et payer 200 ou 400 € ou plus pour contester par ministère d'avocat, il y a un vrai différentiel. Oui, mais à terme, ce qui est préservé, c'est le capital de points sur le permis. Et ça, pour beaucoup de gens, et même pour la majorité des Français qui travaillent avec leur voiture, ça n'a pas de prix. Les procédures juridiques peuvent prendre 2 ans, repasser son permis 6 mois. Certains n'ont pas le temps et choisissent d'autres méthodes pour continuer à conduire, quitte à être dans l'illégalité. Sur la toile, un véritable trafic de points s'est mis en place. En quelques clics, il est possible d'acheter des points à des particuliers. Ils se vendent 500 € pièce, ici 1 200 € les 3 points. Nous répondons à cette annonce et nous faisons passer pour un acheteur potentiel. La réponse se fait suivre, notre interlocuteur se méfie et nous demande de nous présenter avec la preuve de notre infraction. Le rendez-vous est pris 5 jours plus tard, dans un lieu public très fréquenté. L'homme, la quarantaine, semble mal à l'aise. Il nous explique les démarches à suivre. À mon avis, la seule solution, c'est déjà de fonctionner avec du liquide. Ouais. Donc vous retirez la somme en liquide, enfin vous avez la somme en liquide, on va dire, vous me la montrez. Moi je prends le papier, je coche je suppose qu'il y a une case, je ne suis pas le conducteur, coché dessus. Je coche la case, je remplis avec mes coordonnées, mon numéro de permis et tout. Je la mets dans une enveloppe, timbrée, machin et tout. Je mets l'adresse du centre de traitement des amendes. On va ensemble à une boîte postale, une boîte aux lettres. Vous me donnez l'argent liquide, on met l'enveloppe dans la boîte aux lettres. D'accord, et vous c'est 3 points. C'est 3 points, on est d'accord. Ouais. C'est 3 points. Hein. Oui, de toute façon, c'est ce qu'il y a sur l'amende. Genre c'est pas. Nous, ce qu'on veut savoir, s'il y a absolument. Moi, je sais pas trop. S'il y a absolument aucun risque que ce petit arrangement se fasse savoir. Ça passe pas par le tribunal. Ouais. À partir du moment où le papier il est envoyé par la poste. Logiquement, il n'y a aucun risque. Il y a pas de. Il y a un risque si jamais il y a une demande d'audience devant un tribunal de police, oui, parce que là, effectivement,
ça peut quand même se faire, mais bon, ça demande, dans ce cas-là, il faut avoir quelques petits renseignements, parce qu'ils vont me dire, oui, mais c'était qui cette personne, c'était quel jour, vous veniez d'où, vous alliez où, alors que là, bon, c'est une déclaration. D'autres choisissent d'acheter directement de faux papiers. D'après nos sources, ces permis, étrangers pour la plupart, se vendent entre 2 000 et 5 000 euros. La police n'ayant pas accès à ces fichiers, ils ne seraient pas détectés lors des contrôles. Nous entrons en contact avec un vendeur. J'ai un problème de permis de conduire, on me l'a retiré et il paraît que vous pourriez m'aider à en obtenir un. Je peux pas vous dire ça comme ça, mais il faudrait qu'on se voit. Oui, alors dites-moi. Non, mais c'est pas moi personnellement. Ici aussi, la prudence est de rigueur. Le lendemain, il décidera de ne pas donner suite à notre demande. Selon nos informations, le vendeur aurait été interpellé par la police quelques jours plus tard. L'achat de faux permis est une solution illégale qui n'est pas sans risque. Ce sont des peines délictuelles. On est dans le registre du faux et usage en matière de documents publics, de documents administratifs. Donc ce sont les tribunaux appliquent des sanctions qui sont pondérées, mais les risques sont extrêmes. Et puis vous imaginez le casier judiciaire du chef d'entreprise, de l'administrateur d'une société, ou d'un fonctionnaire, ou d'un individu qui doit être habilité à une confidentialité. Le commerçant doit pouvoir justifier d'un casier judiciaire vierge. Un certain nombre de professions réglementées, experts comptables, les professionnels libéraux, doivent justifier d'un casier judiciaire vierge. Or, on voit bien que le permis à point, met en difficulté, conduit ce que j'appelle de bons pères de famille, contrairement aux voyous patentés, aux grands délinquants, conduit de bons pères de famille, des chefs d'entreprise devant les tribunaux répressifs, noircit leur casier judiciaire. Et comme le disait Victor Hugo, on sort du bagne, mais pas de la condamnation. Précisément, le faux et usage de faux peuvent être punis de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Plus économe, certaines personnes optent pour la conduite sans papier et donc sans assurance, au risque de, là encore, se mettre en danger et mettre en danger la vie d'autrui. Aujourd'hui, en France, pas moins de 300 000 personnes rouleraient sans permis. Et pour en parler, nous avons avec nous ce soir Pierre Gustin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général de l'association Prévention Routière. Alors, que peut-on faire encore aujourd'hui pour améliorer la sécurité sur les routes? Je rappelle que 13 personnes meurent encore tous les jours en France, donc dans un accident. C'est vrai, ce sont des chiffres, c'est un chiffre insupportable à entendre et surtout pour les familles de victimes. Cela étant, depuis 7 ans, il y a eu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, des progrès considérables qui ont été faits. 11 000 vies épargnées en l'espace de 7 ans, 100 000 blessés évités. On a vu pendant le reportage quelle souffrance pouvaient endurer ceux qui avaient un accident soit en moto, soit en voiture. Et il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Il faut qu'il y ait cette volonté politique de continuer à informer et à éduquer. Alors, vous en parliez tout à l'heure, il y a d'autres populations à risque comme les jeunes, et là il s'agit d'automobilistes. Quel conseil est-ce que vous donneriez à des parents dont le jeune est en train d'apprendre à conduire? Alors, tout d'abord, lorsqu'il apprend à conduire, 20 heures, ça ne suffit pas. Ce n'est pas en 20 heures qu'on acquiert l'expérience. D'où nous sommes très favorables au développement, ce qu'on appelle l'apprentissage anticipé de la conduite, c'est-à-dire la conduite accompagnée. Mais encore faut-il avoir pour cela un parent ou un ami ou quelqu'un qui vous permette de faire les milliers de kilomètres, 3000 kilomètres au moins avant de passer le permis de conduire et d'acquérir une expérience au volant. Mais surtout, il y a au niveau de l'école, au niveau du lycée, au niveau du collège, une véritable apprentissage du risque routier. C'est quand même anormal que dans notre pays, où l'éducation routière à l'école est obligatoire dans les textes depuis 1957, il n'y ait pas une généralisation de l'apprentissage du risque routier à l'école. Et là, il y a un effort considérable qui doit être fait par les pouvoirs publics pour renforcer cette éducation routière. Justement, le gouvernement est en train en ce moment de mettre en place une vaste réforme de la formation au permis de conduire. Est-ce qu'il y aurait une mauvaise formation? Il y a une formation insuffisante, notamment au risque. Souvent, on a tendance à dire que on ne vous apprend pas à conduire, on vous apprend à passer le permis de conduire. Alors toutes les auto-écoles n'ont pas ce même raisonnement, mais c'est vrai qu'il y a aussi une volonté des pouvoirs publics de renforcer la qualité des auto-écoles, qu'il y ait une meilleure qualité de l'enseignement,
théorique et pratique, et que l'apprentissage du code de la route ne soit pas simplement un bachotage, qu'il y ait une véritable compréhension des règles. Pourquoi faut-il respecter 130 km/h sur autoroute? Pourquoi faut-il respecter 50 km/h en ville? C'est ce qu'on apprend, on l'a vu dans les stages de permis à points. Alors justement, le mois dernier, c'est le magazine Auto Plus qui a livré quelques informations sur cette réforme du permis de conduire. Parmi elles, je cite certaines pistes, un couvre-feu pour les jeunes conducteurs ou alors une interdiction totale de l'alcool au volant. Le ministère des Transports a ensuite démenti ces informations. Est-ce que, malgré tout, ces pistes pourraient être envisagées? Alors, au cours de ces commissions, il y a eu plusieurs commissions, il y a eu effectivement de nombreuses pistes qui ont été envisagées, peut-être parmi celles qui ont été citées par ce magazine. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y a une véritable volonté de renforcer qualitativement la préparation au permis de conduire. Qu'il y ait des mesures comme interdire l'accès des véhicules de grande puissance aux jeunes conducteurs pendant 2 ans, pendant 3 ans, pourquoi pas? Ça existe déjà dans d'autres pays. Voyons ce qui se passe ailleurs, ce qui réussit. Les associations comme la nôtre ou comme d'autres associations peuvent apporter leur contribution par leur expérience à améliorer qualitativement la préparation du permis de conduire. Ça coûte très cher le permis de conduire. Est-ce qu'il pourrait y avoir des mesures d'aide justement pour les plus jeunes? Alors là aussi, il y a des mesures d'aide. Il ne faut pas oublier qu'on a supprimé la première auto-école de France qui était l'armée. Il y avait chaque année 90 000 jeunes qui passaient leur permis de conduire dans le cadre de leur service militaire. Et souvent, ce sont des jeunes qui n'ont pas les moyens, ou leurs parents n'ont pas les moyens financiers de payer le permis de conduire. Le coût moyen aujourd'hui en France du permis de conduire est de l'ordre de 1 200 €. Voilà, c'est ça, 1 200 €. Donc pour beaucoup, c'est très cher. Alors il y a différentes possibilités. Et parmi celles que nous préconisons, que nous encourageons, il y a tous les fonds de la formation professionnelle, 36 milliards d'euros qui sont utilisés pour la formation professionnelle. Peut-être qu'on pourrait puiser un peu dans ce fonds de formation professionnelle pour permettre aux jeunes, notamment à ceux qui vont avoir besoin d'un permis pour exercer leur métier, notamment tous ceux qui sont en apprentissage ou dans les lycées ou écoles professionnelles, eh bien, on pourrait utiliser ces fonds pour le permis de conduire. Pour le permis de conduire pour ces jeunes. Alors pour ceux qui souhaiteraient davantage d'informations, je vous engage à aller sur le site donc, de l'association Prévention Routière. Il y a un CD-ROM que vous vouliez nous présenter. Oui, alors, bien sûr, nous avons toute une série de brochures, de documents que nous distribuons dans les écoles, avec nos 101 comités départementaux. Mais dernièrement, avec le soutien des assureurs, nous avons, pour les utilisateurs de 2 roues, mis en place ce petit CD-ROM qui est téléchargeable sur notre site internet et qui s'appelle Cyclo-Expérience. Cyclo-Expérience, c'est ça? Voilà. Prévention routière, voilà, je vous le montre. Avec toute une série de tests pour tout savoir sur le cyclo, sur les risques, et puis en fait pour devenir un meilleur conducteur. Et réduire le nombre de tués, de blessés sur les routes. Écoutez, merci beaucoup Pierre Gustin. Je rappelle que vous êtes délégué général pour l'association Prévention Routière. On va passer à un tout autre sujet. En effet, depuis des mois en Haute-Savoie sont signalées des disparitions de chats domestiques. Un drame avant tout pour leurs propriétaires. Mais au-delà, les disparitions se sont tant et si bien multipliées qu'elles ont fini par éveiller des soupçons. S'agirait-il d'un trafic de fourrure de chat? C'est une enquête de Romain Marchal. Le lac Léman, une des plus belles étendues d'eau de la région Haute-Savoie. La région Haute-Savoie, c'est une région montagneuse, blanche en hiver et incroyablement verte en été. Le lac sépare la France de la Suisse. Ici, nous sommes en Haute-Savoie. De l'autre côté, c'est le canton de Genève. Sur le lac, des scènes comme celle-ci peuvent laisser entendre l'harmonie entre l'homme et la nature. Mais voilà, les villes françaises autour du lac Léman sont en agitation. Depuis quelques mois, la région doit faire face à de curieuses disparitions. Des centaines de maîtres ne retrouvent plus leurs chats. Voilà où les chats mangent régulièrement, les chats semi-sauvages. On leur donne 2 fois par jour à manger. Donc j'en ai qui viennent là et tous les chats qui ont disparu venaient ici. Gentil, toi. Albert Vercellotti est un retraité heureux, un ancien boulanger qui a réussi et qui s'est offert un joli domaine au pied des montagnes. Amoureux des belles voitures et des animaux, il vit avec pas moins de 30 bêtes. Coquine. Moi, je nourris le matin et le soir. Tous les matins et tous les soirs. Et puis je reste avec eux, là, à discuter un peu. On parle plus les beaux temps. Elles sont comme mes confidentes. Je leur dis tout ce que je peux pas dire à un.
Mais depuis quelque temps, les nuages s'assombrissent. Déjà en 2003, 4 de ces kangourous sont empoisonnés avec de la mort au rat. Mais le plus dur, ce sont ces chats, des chats qui disparaissent de manière inexpliquée. Il y en avait 17 à peu près, 17, donc il y en a une quinzaine, entre 10 et 15 qui ont disparu. On est quand même traumatisés. Hein. Quand vous avez vos chats qui viennent tous les jours, qu'on les voit régulièrement, ma femme s'en occupe surtout elle, et on les voit plus, ça disparaît un, deux, et puis c'est tous les 3-4 jours, il y en a un qui disparaît, je dis tiens c'est pas normal. Et puis pour finir, ben, il n'y en a plus. La situation est assez étrange pour alerter la Société protectrice des animaux de Thonon-les-Bains. C'est sa présidente, la dynamique Patricia Dolciani, qui prend le problème à bras-le-corps. Elle met en place une campagne de sensibilisation. Elle répertorie toutes les annonces de disparition. Ces disparitions sont consignées dans ces 2 registres. Du Félix, noir et blanc. Regardez, une belle siamoise. Vous voyez par exemple, on a une personne qui nous a téléphoné le 6-10-07, donc l'année dernière, une certaine dame qui nous a donné ses coordonnées et qui nous a dit, voilà, dans mon petit groupe de maison, bah, j'ai 14 chats qui ont disparu la même journée, le 20 juillet. Et ici, bah, nous avons le 10 aussi, dans la même famille, encore 2 chats. Donc cette concentration a fait que, bon, on s'est dit, c'est quand même pas possible. Et vous voyez, hein, il y en a un. Hein. Et surtout, le pire, c'est que ça n'arrête pas. Vous en avez encore là récemment? Ah bah oui, bah encore hier, voilà. Hier, la dernière, c'était hier. Voilà. Acier, hier. Une écaille de tortue qui a disparu. Que se passe-t-il? Plus de 700 chats domestiqués manquent à l'appel depuis octobre 2007. Une véritable tragédie pour les maîtres. Oh mais attendez, pour eux c'est un crève-cœur. Hein. On a des personnes, mais j'ai eu pas mal d'hommes, monsieur, au téléphone, qui pleuraient d'avoir perdu leur seul animal de compagnie. Hein. C'est ça aussi qu'il faut regarder là-dedans. C'est que vous avez des gens qui... leur chat, c'est tout pour eux. Hein. Dans ce village de 2400 habitants, ce sont des dizaines de matous qui disparaissent. C'est une affaire étrange. C'est une affaire étrange. Et s'il y a eu la constatation effectivement qu'il y a des bêtes qui ont disparu, elles ont effectivement disparu. Maintenant, il faut savoir pourquoi et qui avait intérêt. Le maire et les habitants ont pris plus au sérieux les appels désespérés de Marcel Marchand, longtemps considéré comme une originale. Une femme qui a décidé d'aller vivre avec sa sœur et de léguer sa maison au chat. Ici, voilà, on est à l'école du chat. Et c'est chez qui? C'est chez les chats. C'est chez les chats, mais d'abord c'était chez vous? Ah oui, bien sûr. Au départ, c'était ma maison. Et voilà Rita, qui est pratiquement née ici, qui est gentille. Voilà. Une retraite dorée pour 200 félins. Mais malheureusement pour Marcel, les plus beaux disparaissent. Tous les chats qui ont disparu étaient des beaux chats bien entretenus, hein, avec des belles peaux brillantes. On ne sait pas comment ils ont été capturés et comment ils ont été tués. Vous avez trouvé un collet, vous? Oui. Il y a des chats qui ont failli y rester chez vous? Ah ben j'ai une chatte qui a été prise dans le collet. Laquelle? Pauline. Elle est où? Non, Pauline, elle est morte. Hein. Des suites de cet accident, hein, parce qu'elle a eu le ventre serré et elle est morte. Voilà, le collet était donc, vous voyez, contre ce grillage. C'était pas un collet pour lapin, je sais pas, peut-être, non? Peut-être, oui, mais il n'y a plus de lapin ici. Et donc le collet à quoi? À une vingtaine de mètres de l'habitation? Voilà, donc vous voyez, une vingtaine de mètres. Hein, donc il était peut-être encore un petit peu plus. On avait calculé que ça faisait 20 mètres. Qu'est-ce qu'il l'a vu, ça? Eh bien, c'est donc ma voisine qui promenait son chien, qui a vu son chien qui reniflait là et qui a vu que le chien ne retournait pas vers elle.
Et tout de suite, elle a été voir ce que c'était. C'était un chat pris dans un collet. Elle m'a appelé, comme elle sait que je m'occupe des chats, elle m'a appelé et là j'ai vu que c'était une de mes chattes qui s'appelle Pauline. Cette histoire de collet alimente les rumeurs dans la région. Pour beaucoup d'habitants, les Suisses de l'autre côté du lac sont les responsables de toutes ces disparitions. La Suisse est en effet le seul pays européen à avoir toléré jusqu'en 2008 la commercialisation des fourrures de chats. Les rumeurs vont bon train. Ils se servent des chats en fait juste pour la peau, donc je trouve ça en fait répugnant quoi, de prendre des animaux juste pour la peau et balancer le reste. Quoi. Bon, je sais même pas s'ils font pas des pots de tapis ou des choses comme ça avec. Quoi. Et des recherches, je pense, scientifiques, vous voyez, comme ça pourrait être un rat ou quoi que ce soit, non, ils prennent des chats et ils viennent les chercher par là au lieu de, je sais pas moi, de faire comme d'habitude les souris ou des choses comme ça. Quoi. Ça aurait servi de toute façon dans des laboratoires quelque part. Et les laboratoires, quand on regarde autour du lac, ils sont pas en France, ils sont plutôt en Suisse. Une plainte est déposée auprès du parquet de Thonon-les-Bains. C'est un avocat célèbre de la région, Maître Rimondi, qui entame la procédure. On va au-delà de la suspicion de vol, puisque il est bien évident que chacun des propriétaires qui a vu son chat disparaître et qui n'a jamais retrouvé le cadavre, le corps de son chat, peut raisonnablement penser, surtout qu'il y a parmi eux des chats qui ne sont absolument pas des chats d'extérieur. Il y a des chats qui restent dans le parc, qui ne se sont jamais éloignés de leur parc ou de leur maison et qui ont disparu. Ce qui veut dire naturellement que ces chats ont été enlevés avec, dans un premier temps, une suspicion de vol, mais dans un second temps, une suspicion de vol en bande organisée. Les chats seraient donc volés, tués, puis revendus aux tanneries en Suisse. Nous décidons de passer la frontière. D'après nos informations, seuls les clients bien informés peuvent acheter des peaux de chats tannés. La presse helvétique reprend l'information. Des chats seraient tués en France pour leur fourrure et revendus en Suisse. Une personne du nom de Tommy Tomek revient constamment dans les articles. Elle habite à Noiregue, dans les montagnes suisses. Dans son village, on l'a longtemps appelée la sorcière de Noiregue. Pourquoi ? Parce qu'elle habite avec plus de 300 chats. Elle recueille les félins caractériels, abandonnés par leur maître. Où de Chana ? Ça c'est Izzy. Izzy, elle est là parce qu'elle a mordu toute une famille et un autre chat. Et ils n'arrivaient plus à l'apprivoiser. Là, il y a notre cachou. Il avait enfermé 2 semaines dans une pièce, dans son caca et pipi. Il était complètement traumatisé. Hein. Ça, c'est Arcana. Elle est très, très sauvage. Voilà. Tommy est l'une des premières personnes à avoir dénoncé le commerce de fourrure de chat dans son pays. Elle a mené sa propre enquête. On a trouvé 22 tanneurs qui vendent ouvertement des peaux de chat contre le rhumatisme ou pour la mode, pour les accessoires. Et on a rendu ça public et quand on a rendu ça public en Suisse, que ça existait et qu'il fallait changer la loi, qu'il fallait interdire l'exportation, importation et le commerce, tous les 3 choses, il y a les Français qui nous ont contactés, qui ont dit chez eux, c'est la même chose. Il y a des chats qui disparaissaient et qu'il y avait aussi des voitures suisses. Ils ont juste enlevé les oreilles. On peut se demander s'il y avait un tatouage dedans. C'est une catastrophe financière. Il y a un certain nombre de viticulteurs qui ont déjà arrêté et d'autres qui vont arrêter encore cette année. Parce qu'ils n'ont plus de moyens financiers et ne peuvent plus rien faire. Lopp, retablob? Ja, dit is een kokoarta. Kamolite gevik diavom. 120 grammes de CO2, mon cognac. 120 grammes? Peugeot 308. Tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas comprendre. 2760 € d'économie sur la 308 Confort Pack HDI Blue Lion. Trouvez votre 308 sur PeugeotWebstore.com.
Vous cherchez un déodorant efficace qui ne soit pas 100% chimique? Nouveau, Sanex Nature Protect remplace l'actif chimique par la pierre d'Alain. Un minéral naturel qui agit efficacement contre les mauvaises odeurs d'une façon plus naturelle. Nouveau Sanex Nature Protect, l'efficacité naturelle. Sanex. La vie est pleine de moments magiques qu'on voudrait tellement revivre. Aujourd'hui, cette magie existe avec le nouveau Soupline Moment Magique. Ces microcapsules parfumées activées au toucher pénètrent au cœur du linge et à chaque toucher, libèrent leur parfum. Avec Soupline Moment Magique et toute la douceur Soupline, revivez ces moments d'un simple toucher. Nouveau Soupline Moment Magique avec capsules activées au toucher. Ce qu'il y a de plus doux après une maman. Je suis ma mère qui m'encourage. Et ma sœur qui ne le fait pas. Je suis mon ami Thomas qui va toujours vers les autres. Je suis toutes les filles que j'ai embrassées et celles que j'embrasserai. Je suis le prof qui m'a fait redoubler et celui qui m'a soutenu. Je suis le patron qui parfois me critiquera mais m'aidera à avancer. Je suis tous les gens que je connais et tous ceux que je ne connais pas encore. Je suis tous les concerts où j'irai avec mes potes et les blagues qu'on échangera ensemble. Je ne suis rien sans eux et avec eux je peux tout faire. Le ticket Leclerc, le ticket qui vaut de l'argent. Julie, elle s'est acheté le portable à la mode avec ses tickets Leclerc. Oh, la crâneuse. Leclerc. Voici Caline, un des milliers de chiens qui n'ont pas de maison. Alors quand vous achetez Pédigré, nous faisons un don au Refuge de France pour aider ces chiens à trouver une famille. Que diriez-vous d'une épargne sans frais, sans risque et toujours disponible? Avec ING Direct, prenez de la hauteur. Le livret épargne orange, c'est 6% garanti pendant 6 mois et 50 € offerts. Appelez vite le 3220 et dites ING. ING Direct, créateur d'intérêt. Oncle Ben's Express. Des épices lentement séchées, des légumes sélectionnés avec attention, du riz délicatement précuit à la vapeur, et tout ça prêt en 2 minutes. Uncle Ben's Riz Express, c'est toujours un succès. Ce n'est pas parce que votre vie est agitée que votre ventre doit l'être aussi. Relaxcol vous aide à soulager l'inconfort intestinal et les ballonnements. Relaxcol de Crystal Pharma. Le numéro d'un restaurant, 118 712, 712 avec un 7, comme tu peux me passer le 7. Et le 12, c'est le 12. 118 712. Vous répond vite et bien. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment tu peux faire ça? Je vois, dors bien sur le canapé. Quand on a trouvé son canapé, on n'a plus envie de le quitter. Cuir, couleur, forme, Cuir Center, on est fait l'un pour l'autre. Passez au Géox. Géox, la chaussure qui respire. Alain Afflelou présente ma collection. Il y a 30 ans, j'ouvrais mon premier magasin. Aujourd'hui, pour Chin Chin, j'ai créé ma collection. Et pour les 30 ans d'Afflelou, Chin Chin, ce n'est pas une, mais 2 lunettes de plus pour 1 € de plus. Ma purée de McCain. Une délicieuse purée de pommes de terre. Onctueuse et savoureuse. Ma purée de McCain. Il y a de la magie dans McCain. Ce soir, à 23h30, langue de bois, s'abstenir. Nous allons essayer de vous parler sans langue de bois. On sait que maintenant la Sainte Vierge fait 45% en France. Je ne crois pas à ce sondage. Si vous trouvez que ça n'est pas un aspect de la médiocrité humaine, alors je ne comprends plus. Messieurs, si on veut continuer, évidemment. La langue de bois, c'est pas leur truc. Vous n'avez pas dit tellement mal, pardon. Sur la mondialisation, incapable. Lui, il m'énerve beaucoup. Le mot était difficile. Écoutez, arrêtez. Incapable. Vous êtes incorrigible ce soir. Hein. Philippe Labro vous donne rendez-vous ce soir à 23h30. Langue de bois, s'abstenir ne veut pas dire bordel s'abstenir. Attention. Nous décidons d'aller nous-mêmes acheter ces fourrures. Nous rentrons sans caméra
et nous faisons passer pour de simples clients français. Les tanneurs sont unanimes, pas de fourrure de chat chez eux, officiellement en tout cas. La vérité, c'est qu'ils se méfient aujourd'hui. Parce que ces factures que nous nous sommes procurées prouvent le contraire. Une cliente a acheté dans ses tanneries des Katzenfell, peau de chat en allemand. Un tanneur lui a même remis une notice sur la manière de tanner les peaux de chat. Nous décidons de retrouver Tommy Tomek. Elle accepte de montrer ses peaux de chat, malgré le dégoût. J'ai mis les peaux là-dedans. Et on ne veut pas les mettre chez les chats. C'est ça, c'est... Donc c'est des choses que vous avez achetées où? Dans différentes tanneries. Alors ça c'est par exemple une peau. Là je pense qu'ils ont mal tiré. Et on voit qu'il était blessé. Et le visage, il reste que ça. Mais on a des pires. Là on a même plein le visage. Avec le nez. Ils ont juste enlevé les oreilles. On peut se demander s'il y avait un tatouage dedans. Hein. Et lui, tenir des peaux de chat comme ça dans la main. Maintenant, je me ferme. Mais quand j'ai touché, ça c'était la première peau qu'on a reçue. Elle a aussi le sigle dedans. Quand j'ai ouvert le paquet, il y avait ça, la peau qui sortait. Là, j'ai fait des cauchemars, mais des mois après. Elisabeth aussi. Les deux, on ne pouvait plus dormir. Maintenant, je pense, je peux le tenir parce que je sais que c'est pour une bonne cause, pour que ça s'arrête. Je peux fermer mes émotions. Ce que je trouve dégueulasse, qu'il laisse encore les pattes comme ça. Là, vraiment. Là, ça, c'est un tanneur qui nous trouvait tellement gentils, qui nous a donné ça comme cadeau. Il produit ça, c'est un pot de chat comme ça. C'était un chat tricoline, très joli. Et il fabrique ça, le tanneur lui-même. Il fait ça, il croûte ça dessus. Et après, les gens mettent ça comme ça autour, sous leurs vêtements. Et ils disent c'est bien pour le rhumatisme. Avec le combat de Tommy, la commercialisation des peaux de chat est en passe d'être interdite en Suisse. Mais il continue, dans les pays d'Asie, en Chine notamment, où ces images ont été tournées. Difficile de quantifier la production de fourrure de chat. Une fourrure de mauvaise qualité, souvent utilisée pour décorer les jouets ou les chaussures de mauvaise facture. Sur les hauteurs du lac Léman, en tout cas, on espère que l'interdiction totale de ce commerce signera la fin des disparitions de chats. Et pour parler de ce trafic de fourrure d'animaux domestiques, nous accueillons sur ce plateau Caroline Lanty, vous êtes présidente de la SPA, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui a fini par faire bouger la Suisse ? Sûrement la pression des différents pays d'Europe qui avaient déjà pris ce type de législation, la France en tête. Et c'est vrai que lorsqu'on sait que l'Europe va interdire les fourrures de peau de chien et de peau de chat à la fin de l'année, cet îlot d'impunité que constituait la Suisse devenait véritablement un scandale. Donc on a tout fait pour que ça arrive. C'est arrivé partiellement pour les chats. Reste encore à obtenir cette interdiction pour les chiens. Est-ce que ça a eu des conséquences déjà sur les disparitions d'animaux ? C'est très récent, donc c'est pas aujourd'hui palpable et chiffrable. On sait aujourd'hui que nous, les disparitions de chiens et surtout de chats sont exponentielles depuis plusieurs années, qu'on n'a pas d'explication cohérente, qu'on ne retrouve pas les cadavres de ces animaux et qu'on a finalement très peu d'informations et de retours sur le devenir de ces animaux. Alors on vient de parler de la Suisse qui se conforme maintenant à la législation européenne, mais qu'en est-il des autres pays ? Par exemple en France, est-ce que ça y est, on est en accord avec la législation européenne ? Alors en France, pour la première fois, on a été précurseur de la législation européenne puisqu'en 2006, on a voté un arrêté interdisant l'importation, la commercialisation et l'exportation des peaux de chiens et des peaux de chat.
Alors, officiellement, en France, on depuis ne 2006, peut pas avoir de peau de chat. On ne peut pas en trouver et on ne peut pas en acheter légalement et régulièrement. L'Europe, un an après, en 2007, a pris donc une décision interdisant, encore une fois, importation, commercialisation et exportation de peau de chien et de peau de chat qui ne rentrera en vigueur que le 1er janvier 2009. Il se trouve qu'il y a un grand site de vente aux enchères en ligne qui a décidé dès maintenant d'interdire sur son site le trafic, la vente de peau de chat ou de chien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir se généraliser, vous pensez, dans le monde ? Il faudrait, en tout cas, sous la pression des associations, ce site, que ce soit sur la peau de chien, de peau de chat, également sur le commerce de l'ivoire, a pris une position très claire et on ne peut que le féliciter. Il faudrait évidemment que ça fasse, j'ai envie de dire, jurisprudence et que de plus en plus de pays imposent ce type de législation. Spontanément, même si les gens n'aiment pas forcément beaucoup les animaux, dès qu'on parle de fourrure de peau de chien et peau de chat, il y a une empathie, il y a un dégoût général et c'est ce qui fait que c'est très fédérateur comme sujet. Qu'est-ce que risquerait celui qui utilise justement une peau de chat ou une peau de chien, qui en achète ou même qui tue son animal domestique pour en garder la fourrure ? Aujourd'hui, on serait sur des problèmes tant de commerce, c'est-à-dire des infractions relatives au commerce, et également sur du mauvais traitement ou de l'acte de cruauté à l'égard d'un animal. Donc c'est 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Quand même. Voilà. Alors, ça n'est plus utilisé en Europe, mais c'est toujours utilisé en Asie. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Alors, on pourrait imaginer justement que ces peaux qui ont été produites en Asie rentrent sur le territoire européen. Sous quelle forme est-ce qu'on pourrait les retrouver dans le commerce ? Alors, on les a sous forme donc, de ceintures contre les rhumatismes, comme on voyait dans le reportage. On les a également sur des jouets des enfants, les bordures de manteaux de poupées ou autres. Sur des bibelots, vous avez souvent des petits chats ou des petits chiens que vous pouvez acheter qui sont recouverts de poils. On s'est aperçu du chien ou du chat. Donc on retrouve très régulièrement ces petits bibelots et en fait on ne le sait pas puisqu'il n'y a pas d'étiquetage et ça c'était une demande des associations. Certes une interdiction de commercialisation mais également un étiquetage strict et clair. Donc ce que vous dites c'est qu'aujourd'hui en France, sur certains jouets pour enfants, on peut avoir de la fourrure de chat ou de chien. Tout à fait. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Et en douane, est-ce qu'il y a des tests ADN ? Ça doit être très coûteux. Donc comment est-ce qu'on peut les distinguer ? Ça se voit à l'œil nu ? Ça se voit à l'œil nu pour quelqu'un qui est un peu connaisseur et expert. Je ne pense pas que les douaniers, avec tout le respect qu'on leur doit et le nombre de contrôles qu'ils ont à faire quotidiennement, s'attardent aujourd'hui sur ces peaux qui peuvent avoir une apparence de chat. Le convoyeur va leur dire mais non, vous inquiétez pas, c'est du lapin ou c'est autre chose, ou alors ça sera même étiqueté comme du lapin. On va bien évidemment pas faire un prélèvement ADN sur toutes les fourrures qui passent. Donc il y a encore, à mon sens, vu les problèmes de contrôle, des fourrures. Et là, il y a des indices, justement en tant que consommateur, qui peuvent nous mettre sur la piste justement d'une fourrure d'animal domestique ? Il faut éviter. Une fourrure d'animal domestique, par définition, elle n'est pas chère. Qu'elle concerne le lapin, le chien ou le chat, elle n'est pas chère. Donc j'ai envie de dire, dans le doute, d'une part, en règle générale, nous, associations de protection animale, fuyez la fourrure, bien évidemment, mais a fortiori sur ces petits bibelots, quand vous avez de la fourrure, que c'est pas étiqueté comme tel quel ou que c'est marqué lapin ou autre, dans le doute, n'achetez pas. Voilà, parce qu'il y a toujours un soupçon de chien et plus particulièrement de chat. Le prix peut être aussi un élément de repère ? Oui, mais j'ai envie de dire la peau de chien et la peau de chat. Une peau de chat, c'est 20 €, c'est 30 €, donc c'est rien du tout. C'est le prix du bibelot, ça ne changera pas grand-chose. Et personne, ni le commerçant, même de bonne volonté, qui vous dira non, vous inquiétez pas, c'est de la fausse fourrure, c'est du lapin ou c'est autre chose, ne pourra finalement la tester parce qu'il y a un manque de traçabilité sur l'étiquetage. Alors, je voudrais qu'on en revienne à la Suisse, décidément. Il se trouve qu'il y a une vidéo qui a fait scandale cet été. Il s'agissait d'une femme qui expliquait la recette du ragoût de chat, qu'il comparait au lapin. Alors est-ce qu'on pourrait faire la même chose en France ? Aussi incroyable que ça puisse paraître, en France, aucun texte n'interdit de manger du chien ou du chat. Voilà. On a simplement une réglementation de la direction de répression des fraudes qui pourrait condamner un établissement, un restaurant qui commercialiserait de la viande de chien ou de la viande de chat. Mais à titre privé, j'ai envie de dire aujourd'hui, rien ne l'interdit officiellement. Donc on peut manger son chat ? C'est très choquant, moi j'arrive pas à le dire, mais on peut manger son chien ou son chat s'il n'y a pas de mauvais traitement ou d'acte de cruauté derrière. Donc a priori, pour l'abattage, il y a forcément un mauvais traitement ou un acte de cruauté, donc on rentrerait dans le cadre général des actes de cruauté et donc des 2 ans de prison et des 30 000 € d'amende. Mais que ça ne donne pas de mauvaise idée aux gens, c'est pas parce que c'est pas officiellement interdit qu'il faut le faire et voilà, éviter. Merci beaucoup, Caroline Lanty, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de la SPA. Merci donc d'être venue nous expliquer toute cette législation autour du trafic de fourrure d'animaux domestiques. Nous partons sur les coteaux français. D'année en année, vivre de sa vigne devient plus difficile. L'inquiétude monte dans la profession, mais que va-t-il advenir de cette fierté française ? C'est une enquête de Romain Marchal. De mémoire de vigneron, on n'avait jamais vu ça. De la pluie, du mildiou,
Et pour certains, début septembre, de la grêle pour combler le tout. Dans les vignes françaises, le moral est à l'image du climat, pas au beau fixe. Notre première destination, le Languedoc-Roussillon. Une région frappée de plein fouet par la crise viticole. Avec près de 270 000 hectares de vignes, le Languedoc-Roussillon est la première région viticole de France. Les premières vignes y ont été plantées à l'ère de la Grèce antique, c'est dire si le vin ici fait partie de la tradition. Mais à la grande époque, dans les années 80, la superficie atteignait 420 000 hectares. En 25 ans, la moitié du vignoble dans la région a disparu. Et la récolte 2008 dans les régions Languedoc, ça c'est du jamais vu, la plus mauvaise récolte depuis le siècle dernier. Bruno gère une cave coopérative qui rassemble la production de plusieurs vignerons. On y produit tous les types de vins, vins de pays, vins de table et vins AOC ou appellations d'origine contrôlée. L'appellation est la plus réputée, mais ce n'est pas toujours celle qui rapporte le plus. Les vins de cépage représentent 60% de notre vente et 10% en vins de table et vins de pays de département et à peu près donc 30% en appellation. Pic Saint-Loup, Grès de Montpellier, Coteaux du Languedoc. C'est pas que les vins de pays disparaissent, quoi, économiquement parlant. Du coup, économiquement parlant, parce que ça nous permet d'avoir des rapports qualité-prix vis-à-vis de la clientèle intéressante. Il ne faut pas les perdre de vue. Le vin de pays a nourri des générations de viticulteurs. On est là pour faire du vin de qualité. Ça, on n'a pas droit à l'erreur aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est plus rentable de faire quoi, de l'AOC ou du vin de pays? Ça dépend, mais plutôt du vin de pays quand même. Ouais. Ou alors du vin de l'AOC de très très haut de gamme. D'accord. Parce que l'AOC est vendu moins cher? Non, l'AOC, le chiffre d'affaires de l'AOC est moins basique et moins élevé à l'hectare qu'un vin de pays. Et on peut produire plus en vin de pays? On peut produire plus dans certaines limites, c'est-à-dire 80 hectolitres hectares. D'accord. Produire plus pour gagner plus. Et surtout, contrer l'arrivée des vins des pays du Nouveau Monde. Car derrière le masque bonhomme des vignerons languedociens, l'inquiétude est réelle face à la concurrence. En janvier 2007, acculé, il décide de se rendre à Paris, à l'Assemblée nationale. 4 jours de tracteur pour rencontrer les députés. C'est un cri d'alarme. Vous croyez qu'on vient de se peler 900 km en tracteur pour le feeling? On a mieux à faire. Les gens qui sont autour de cette table ont abandonné leurs exploitations pour monter sur Paris, pas pour passer à la télé. On n'en a rien à foutre. Nous, c'est notre dernière chance. On veut vous faire confiance une fois de plus. Mais ça sera la dernière, croyez-moi. On veut enfin faire comprendre ce message. On dit clairement qu'on ne veut pas mourir les bras croisés. On ne va pas mourir les bras croisés. Leurs revendications sont nombreuses. Parmi elles, les contrôles des importations de vins étrangers et surtout, la possibilité pour eux de communiquer plus sur leurs vins. Un plan quinquennal est lancé en mai 2008, mais sur le terrain, les difficultés financières sont toujours là. Maxime Chapelle a participé à la manifestation. Il est membre du collectif Paysans Toujours. Et bonjour. Voilà, t'es dit. Vous le voulez ça? C'est quoi, expliquez-moi. Vous voyez, les vins de pays blancs, et rosés pas d'affaires, on est à 2,72 € l'hecto. Hein. Avec ça, vous ne couvrez pas rien du tout. Voilà. Ça fait combien au litre? Eh bien, 3 x 6, 18, 2 francs le litre, un peu plus, non? Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est sur le paysan du Midi, c'est les cotations, marché des vins de la région. Maxime possède une vigne de Grenache, en appellation d'origine contrôlée, une vigne entièrement replantée sur plus de 50 hectares. Il pense en tirer cette année 2200 € l'hectare, un revenu insuffisant pour vivre. Je parle en francs, de 15 000 francs l'hectare, ça ne couvre pas les frais. Certains paysans sont acculés, criblés de dettes. Il y a des accidents qui se sont produits dans l'Hérault, dans l'Aude, et les assurances, pour ne pas avoir d'histoire ni rien du tout, on a dit que c'était des accidents du travail. Moi, je suis persuadé que de la façon où ça s'est produit, c'est certainement des suicides. Je connais des jeunes, moi, qui prennent des antidépresseurs. Parce que quand ils voient qu'ils travaillent, qu'ils perdent de l'argent, et moi, je voulais remplir un dossier pour arrachage, mais ça vous fait mal au cœur. Vous voyez le WC-Fil qu'on vient de mettre, ce vignoble qu'on vient de créer, et on va l'arracher. Ultime solution pour les viticulteurs, arracher leurs vignes. Monte, tant que je ne crie pas, il ne montera pas. Allez. Depuis 1980,
Bruxelles subventionne les viticulteurs pour chaque parcelle arrachée. Un moyen pour l'Europe d'enrayer une surproduction viticole. En France, environ 14 000 hectares disparaissent chaque année, dont 10 000 dans le Languedoc-Roussillon. Ces genres de petits champs, là, il y en a une encore où on voit les tas de souches. On nous enlève nos racines, notre culture, notre paysage. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Là, c'était un vigne. Voilà. Tout ça, c'était un vigne. Ça, c'était de la vigne. C'était de la vigne. Quand vous voyez dans le Midi un champ, pratiquement, c'était de la vigne. Puisque le Midi, à 99%, depuis que l'élevage a disparu, il n'y a que des vignes. Ça, c'était un vigne aussi. En 2008, 70% des demandes françaises d'arrachage ont été déposées en Languedoc-Roussillon. 13 000 hectares de vignes vont disparaître l'année prochaine. Jean-Marie Sabatier faisait lui aussi partie du collectif Paysans Toujours. Son fils va reprendre l'exploitation. Il a peur pour lui. C'est mon fils. Donc c'est vrai que j'ai repris une exploitation non endettée, puisque tous les crédits de mes parents sont soldés. Mais malgré ce, donc on est quand même en agriculture biologique, mais je perds à peu près 20 000 € par an. Mon père, la vente, il m'a jamais rien appris. On n'a jamais trop vendu puisqu'on vendait en vrac, donc en grosse quantité. La bouteille, on n'a jamais essayé de la développer. Développer la bouteille, faire les bons choix et s'affirmer face à la concurrence. Pour cela, il faut trouver sa place. Ces vignerons du Beaujolais ont aussi fait le choix du bio. Patrick et Martine Vermorel vendangent cette année plutôt que prévu s'ils veulent sauver une partie de la production. Selon eux, la récolte sera divisée par 2. Mais là, on est arrivé à maturité. Hein. Ouais. Ce qu'il faut, c'est trier, parce que comme j'ai eu un peu de maladie à cause de l'année, eh bien, on nettoie. Voilà. Et c'est le double du temps pour moitié moins de production, j'imagine. Non, c'est plus. Ah, c'est vrai. Là, on compte pas, parce que si on comptait, on arrêterait tout de suite. C'est vrai. Hein. Si on comptait la rentabilité, il y a longtemps qu'on serait parti. Hein. Non seulement la récolte n'est pas bonne, mais en plus, produire bio est contraignant. Le rendement est de 15 à 20% moins important qu'en viticulture conventionnelle. Et la conversion en bio dure 3 ans. À 26 ans, Céline est responsable de la cuve familiale. Ce soir, la cuve ne sera pas pleine. Céline est aussi responsable des analyses. Les analyses, pour l'instant, c'est encore à son père qu'elles sont destinées. Mais demain, Céline gérera toute seule la petite entreprise. Comment s'est passée la passation de pouvoir entre vous et votre père et vos parents? Elle se fait petit à petit, en fait. On s'est donné jusqu'à la retraite de mes parents pour que petit à petit j'intègre toutes les fonctions. Et vos parents vous font confiance? Un petit peu de mal. On est tous les deux un peu têtus, donc il faut savoir amener ses opinions d'une manière un peu plus souple. C'est le caractère Beaujolais? Je ne sais pas si c'est Beaujolais, mais en tout cas c'est Vermorel. On est un peu tous pareils. Chez les Vermorel, on est vigneron dans le Beaujolais de père en fils. Martine est fille de vigneron, Céline sera vigneronne, et peut-être plus tôt que prévu. Malgré ce qu'elle pense, son père est prêt à passer la main. Avec 7 d'acidité. C'est bien. Et moi, j'ai pas envie de vivre très longtemps dans la vie. Je suis depuis l'âge de 14 ans et j'ai envie de vivre autre chose. Alors plus tôt elle prendra la place, plus tôt je serai content. Et après, je prendrai du bon temps pour vivre.
Mais vous arrivez à déléguer? Oui, j'ai des facultés de... Oui. Pas tout à fait encore, parce qu'elle est encore sur les rails, mais... Parce qu'elle m'a dit que vous aviez 2 caractères bien trempés tous les deux. Ouais, bah, tout le monde a des caractères trempés. De toute façon, les vignerons, ils ont tous des caractères trempés, parce que pour faire un métier comme ça, il faut avoir un caractère trempé. Parce que c'est une vie complète qu'on lui donne à la vigne. C'est en famille que les Vermorel ont fait le choix du bio. Certaines parcelles sont en conversion, les autres sont déjà certifiées. Produire bio est exigeant. Plus de produits chimiques, donc plus de travail dans les vignes, pour Patrick, Martine et Céline. Mais dans un vignoble en crise, le choix du bio s'est avéré payant. C'est le témoin à votre fille dans ce cas-là, ça vous fait pas peur dans cette situation? En bio, non. En conventionnel, ce serait même pas la peine. Qu'est-ce que vous connaissez de la situation du Beaujolais au niveau financier aujourd'hui? C'est une catastrophe financière. Ouais. Il y a un certain nombre de viticulteurs qui ont déjà arrêté et d'autres qui vont arrêter encore cette année. Parce qu'ils n'ont plus de moyens financiers et ne peuvent plus rien faire. C'est quoi, c'est la concurrence? C'est dû à quoi? Non. Je pense que c'est la rançon du succès, que du moment que le Beaujolais se vendait bien, on a fait n'importe quoi et on ne s'est pas méfié de faire de la qualité. Ce que Martine entend par là, ce sont les affaires qui ont nui à la réputation du Beaujolais. Le résultat de l'enquête du mensuel des consommateurs est accablant pour les millésimes 1986 du Beaujolais. Un vin sur 2 est surchaptalisé et, circonstance aggravante, le degré naturel initial de quelques vins est inférieur à la limite réglementaire. L'enquête a été menée en 2 temps. Des méthodes d'un autre temps. Pourtant, fin 2007, un trafic est découvert dans la région. Une centaine de viticulteurs rajoutent illégalement du sucre dans leur vin. Autre scandale, en 2006. Georges Duboeuf, le plus gros négociant de Beaujolais, est condamné pour tromperie et tentative de tromperie. Il mélange illégalement 2 vins différents. Il augmente de cette manière sa production de vin le plus cher, le vin AOC. Chez les Vermorel, la journée s'achève. La récolte est meilleure que prévu. De quoi redonner le sourire à Patrick. S'il est prêt à partir à la retraite, il ne revendrait sa vigne pour rien au monde. Même si elle ne lui rapporte qu'un petit SMIC par mois. La terre, on lâche pas, hein. N'importe quel prix, on lâche pas. Quitte à tout perdre, on lâchera pas. Ça... Non. Mon père s'est battu pour avoir son terrain, je vois pas pourquoi moi je le filerais, hein. Ah non. Bon blague. Enfin, Patrick et Céline peuvent poser les pieds sous la table. Le cuisinier, un ami québécois de passage, a préparé le repas pour la quinzaine de vendangeurs. Il faut qu'ils mangent, hein, parce que tous les jours, ils travaillent très fort, ils boivent très peu, Faut que je vous... J'ai entendu dire qu'hier au soir, vous êtes très loin. Les 3700 exploitations du Beaujolais produisent 180 millions de bouteilles par an. Et seules 20 exploitations sont en bio. Faire plaisir aux copains. C'est ça. Le vin des Vermorel oscille entre 5 et 7 euros la bouteille. Un peu plus cher depuis que la famille est passée au bio. Le vin est surtout destiné au marché asiatique. Il n'aime pas trop le dire, mais le vin des Vermorel, ce n'est pas en France qu'il est bu, mais au Japon. 80% de la production part au pays du
Mathieu a étudié en école de commerce. Son travail au château, pérenniser les ventes et développer la marque. Les vignes sont confiées aux régisseurs, maîtres de chais et œnologues. Lui, il parcourt le monde 3 mois par an pour trouver de nouveaux débouchés. Est-ce que le commerce du vin est un commerce comme tous les autres? Oui, il y a des réalités, quotidiennes comme toute entreprise, et des réalités commerciales qui sont comme tout produit. Voilà. C'est peut-être pas bien de le dire quand même sur la façon de faire des vins, quoi. On a des vins qui sont plus faits comme avant. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de très grands millésimes comme des 45, des 47, qui étaient des millésimes monstrueux à Bordeaux, on ne produit plus de la même façon. C'est-à-dire que ces vins avant étaient imbuvables les 5 premières années de leur vie. Aujourd'hui, on a des impératifs aussi. On fait goûter nos vins en primeur très tôt aux journalistes et à tous nos clients. Et il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, même les grands crus, même les plus grands vins, sont quand même bu relativement vite, quoi. Une bouteille de ce premier grand cru classé avoisine les 60 €. Mais il faut compter 130 € pour un millésime exceptionnel comme celui de 2005. Le vignoble réalise un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros par an. La totalité de la production est vendue avant même la mise en bouteille. Mathieu a rendez-vous avec un de ses négociants. Ici, on parle de marque, pas de château ou de domaine. On traite 1 million de bouteilles par an pour un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Monsieur Bois, monsieur Mathieu, ça va? Ouais, nickel. Pour vous, tout est vendu là, 2006? Ouais. Il reste des stocks. Attends, je te dis, je crois qu'on a tout vendu. Yes. Tout est vendu. Le vin de Mathieu, où est-ce que vous le vendez Alors le vin de Mathieu, les marques Clos Fourté, c'est essentiellement l'export que l'on vend. Donc nous on est plutôt assez bon sur États-Unis, Europe, Amérique du Sud, Amérique centrale, un peu en Asie. Voilà, c'est export, Europe et grand export. 36 des 500 plus grandes fortunes de France selon le classement Challenge vivent aujourd'hui du commerce du vin, du champagne et spiritueux. En 2007, les vins et spiritueux français ont représenté un chiffre d'affaires à l'exportation de près de 10 milliards d'euros, environ 180 Airbus A320. Entre-temps, dans certaines régions, des parcelles sont arrachées à un rythme jusqu'alors jamais vu. Les petits viticulteurs trinquent et leurs vignes meurent. Et pour parler de vin, nous accueillons Karine Valentin. Vous êtes chef de service pour le magazine Cuisine et Vins de France. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on le voit à la fin de ce reportage, des vins qui sont retravaillés, en tout cas, pour convenir à une clientèle. Est-ce qu'on va finir par trouver que des vins travaillés, justement, pour qu'ils tiennent sur le marché? Non, pas du tout. On trouve encore en France des vins qui sont authentiques, des vrais vins. C'est vrai que dans les grandes surfaces, il y a des vins qui sont travaillés pour plaire au plus grand nombre. Ce sont souvent des vins de marque, mais au moins le consommateur s'y retrouve, il sait que de toute façon, il aura dans cette bouteille un vin loyal et marchand et qu'il sera toujours le même. Voilà, avec une qualité constante. Voilà, c'est ce qu'il cherche, en fait, la qualité constante. Il ne veut pas être déçu, il veut pour avoir le même prix, le même vin à chaque fois. Donc il le retrouvera et les vignerons et les grands producteurs, surtout les producteurs de Bordeaux, travaillent pour faire ce genre de bouteille, pour séduire le consommateur. À partir de quel prix en France est-ce qu'on peut trouver un bon vin ? Alors en grande surface, on trouve des vins à moins de 5 €. Mais je pense qu'à moins de 5 €, on ne peut pas trouver un vin intéressant et un vin qui soit vraiment bon, un vin gourmand, un vin comme on aime, un vin qui plaît au plus grand nombre. Pour trouver ce genre de vin, il faut aller plutôt dans d'autres circuits de distribution qui sont plutôt le caviste ou même se tourner sur la vente directe à la propriété. On peut très bien acheter chez le vigneron directement et se faire livrer chez soi. Et alors là, à partir de quel prix est-ce que le vin, on peut trouver un vin vraiment bon ? Là, vraiment bon, à partir de 5 €, on trouve des choses intéressantes. À moins de 5 €, c'est pas possible. Et on s'est aperçu qu'aujourd'hui, le client qui achète du vin connaît le vin, est un amateur, il aime de plus en plus le vin et il est prêt à payer un peu plus cher pour son vin. Là où il y a encore quelques années, l'achat vin était à moins de 5 €, aujourd'hui on s'aperçoit que le consommateur est prêt à aller jusqu'à 8, 9 €.
Alors justement, en tant que consommateur, si on veut connaître le vin, il faut savoir lire une étiquette. Certaines mentions sont obligatoires. Alors lesquelles, est-ce que vous pourriez les expliquer? Il y a sur une étiquette donc plusieurs mentions. Les mentions obligatoires qui sont le degré d'alcool, qui peut varier de 11 à, on peut aujourd'hui, parce qu'on a des conditions climatiques qui sont telles qu'on peut aller jusqu'à 15 degrés d'alcool. Donc déjà là, on sait à quel vin on a affaire. À 11 degrés d'alcool, on a un vin qui est assez léger. 15 degrés, on a déjà un vin très fort. Ensuite, il y a l'appellation d'origine contrôlée. Donc ça peut être Bordeaux, Bourgogne, on a vu c'était Beaujolais, ça peut être Minervois dans le Languedoc. On a le nom du producteur et du metteur en marché et du metteur en bouteille. Alors ça c'est très important pour savoir qui a mis le vin en bouteille. Ça peut être un vin de négoce. Dans ce cas-là, c'est mentionné avec un numéro. Ça joue sur la qualité? Ça peut jouer sur la qualité, forcément. Quand on a un vigneron qui est proche de sa vigne, qui met lui-même son vin en bouteille, c'est inscrit, c'est mis en bouteille par au château. Quand c'est un vin de négoce, c'est-à-dire le négociant est allé acheter chez des vignerons des vins ou des raisins qu'il a vinifiés lui-même ou qu'il a assemblés. Donc ça n'est pas pareil. Alors vous parliez justement de l'appellation d'origine contrôlée, AOC. Souvent, c'est le bon vin qu'on dit d'appellation d'origine contrôlée. Et contrairement au vin de terroir, est-ce que le vin de terroir est vraiment, on peut le décrire à ce point-là? Non, pas du tout. Aujourd'hui, effectivement, il y a dans la notion d'AOC, appellation d'origine contrôlée, plusieurs choses qui entrent en compte. Il y a donc la terre, le sol, le climat et il y a aussi la main de l'homme. Ces trois facteurs font une appellation d'origine contrôlée. À côté de ça, on l'a vu, les vins de pays qui sont aussi des vins de terroir, mais ces vins-là ont des règles qui sont un peu plus souples, qui sont un peu plus laxistes, donc on peut produire, par exemple, on peut produire plus, on peut ajouter des copeaux de bois dans les cuves pour boiser les vins au lieu de les mettre en barrique, donc différentes législations plus faciles. Ce sont des vins un peu plus différents, mais qui ne sont pas pour autant plus mauvais. Non, qui ne sont pas plus mauvais, qui sont, je vous dis, loyaux et marchands, mais qui n'ont peut-être pas le vrai goût, de la gueule de l'endroit, comme on l'aime. Alors, toujours sur ces étiquettes, il y a quelque chose qui se multiplie, ce sont les médailles. Alors, médaille d'argent au concours des sommeliers, médaille d'or du concours général. Est-ce qu'on peut se fier à ces médailles? C'est très difficile. Le problème des médailles, c'est qu'effectivement, comme il y a des problèmes de vente, on l'a vu dans le reportage sur les vins, les producteurs essayent de susciter un acte d'achat par la médaille. Or, de médailles fiables, il n'y en a que très peu. Il y a les médailles de Mâcon, ça c'est un concours général sur les vins en France qui est très fiable. Le problème des médailles au concours général agricole, c'est que ne se présentent à ce concours-là que les producteurs qui le veulent bien. Donc on ne peut pas avoir un échantillon assez représentatif. Et après, il y a tous les petits concours locaux. Alors moi, je me fie beaucoup à ces petits concours locaux. Parce que là, ce sont vraiment les vignerons qui se mesurent entre eux, les producteurs qui se mesurent entre eux. Et là, moi, je conseille aux consommateurs d'aller plutôt vers les médailles locales, quand il y a des médailles des villes ou des associations, plus intéressantes que ces grosses médailles générales. Merci beaucoup, Karine Valentin. On va quand même rappeler une chose très importante. D'abord, le vin, oui, mais à consommer avec modération, évidemment. Merci donc d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci également aux journalistes qui ont participé à cette émission. Merci aux équipes techniques et à notre réalisateur Benoît Eudes. On se donne rendez-vous pour un autre numéro d'Enquête Inédite, votre magazine d'investigation sur Direct 8.